Bien, bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes 150 inscrits en tout, ce qui témoigne vraiment de l'intérêt et des préoccupations que soulève le sujet de la loi de finances 2025 dans ces derniers développements et de l'impact qu'elle pourra avoir sur notre écosystème. Voilà, depuis plusieurs mois, il y a des signaux quand même qui sont assez préoccupants, qui sont envoyés aux biotech et aux entreprises de l'innovation, aux jeunes startups et plus anciennes. Ces préoccupations, ça touche évidemment l'exclusion des dépenses de brevets du CIR, ça touche la suppression du bonus jeune docteur et ça touche aussi la nouvelle réforme qui modifie en profondeur la fiscalité des BSPCE. Voilà, et des actions gratuites. Si cette réforme est appliquée sans ajustement, elle pourra nous mettre dans une situation de désavantage hein, face à certains concurrents internationaux et elle risque aussi de remettre en cause l'attractivité des outils d'intéressement. Pourtant, essentiel, on le sait, pour attirer et pour conserver les expertises et l'expérience de talents dans nos startups. Alors, ce que nous allons faire ce soir, nous allons analyser ensemble les impacts concrets de cette réforme, comment les nouvelles règles modifient-elles la fiscalité des BSPCE. Cette réforme est-elle aussi pénalisante qu'elle en a l'air? Parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a des interprétations beaucoup très strictes et puis d'autres qui sont un peu plus larges. Quels seront les effets à long terme sur l'écosystème biotech et health tech en France? Et puis, comment la France se positionne-t-elle face aux autres grandes économies innovantes sur ces questions précises? Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir quatre experts de premier plan que je rencontre et que je remercie chaleureusement pour leur participation. Lison Chouraki, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes commissaire aux comptes spécialiste des biotech. Vous allez nous expliquer les aspects comptables et fiscaux de la réforme et pourquoi elle est particulièrement potentiellement pénalisante pour les startups. Philippe Chambon, bonsoir, vous êtes le CEO d'EG 427. Vous apporterez plutôt la lecture juridique et fiscale des capitaux propres ou capitaux réels. Et vous nous aiderez à comprendre où se situe la marge d'interprétation possible. Et il y en a une. Il y a une zone grise, on va dire, on va parler de cette zone grise ici. Stéphane Boissel, vous êtes CEO de Sparring Vision et vous allez nous donner votre vision chiffrée et pragmatique pour évaluer si cette réforme est réellement confiscatoire pour les startups de biotech. Et enfin, Marc de Garidel, CEO de Bivax, bonsoir. Vous conclurez avec une analyse industrielle et internationale, puisque vous avez vécu des entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Voilà, nous aurons le temps pour les questions-réponses en fin de webinaire. Nous prendrons quelques petites questions. Ça promet d'être un peu long, mais on y viendra. Nous verrons tout ça ensemble. Et donc, pour commencer, je vous propose que nous écoutions Lison Chouraki. Lison, ça va être à vous. Pour bien comprendre la réforme, il faut d'abord comprendre quelles sont les nouvelles règles qui modifient concrètement la fiscalité des BSPCE, qui sont les principaux impactés dans cette loi de finances 2025 et des actions gratuites. Pourquoi est-elle jugée aussi pénalisante? Quels sont les changements majeurs, les conséquences directes? C'est ce que vous allez nous expliquer maintenant. Lisons, la parole est à vous. Merci Jacques Bernard. Je ne sais pas si on peut faire passer les slides, Jacques Bernard, juste. Absolument. Voilà. Alors, alors les explications valent en l'état des informations disponibles, publiques à ce jour et qui sont susceptibles, comme le disait Jacques Bernard, d'évoluer. Alors, la loi de finances 2025 a été promulguée le 14 février 2025 et ces mesures sont en vigueur depuis le 15 février 2025, au lendemain donc de la promulgation de la loi de finances 2025. Et deux articles dans cette loi, sans rentrer dans les jeunes docteurs ou le CIR, voilà. Là, on parle exclusivement des plus-values de cession sur ce qu'on appelle les stocks options, actions gratuites et BSPCE. Donc, deux articles dans cette loi viennent modifier les règles d'imposition des plus-values de cession.
Et il vient de remettre en cause les avantages fiscaux attachés à ces dispositifs en capant le montant de la plus-value à la flat tax. Donc d'abord les BSPCE. Alors, peut-être que Jacques Bernard, on peut aller sur le slide des BSPCE, s'il vous plaît. Absolument. Alors, Voilà. le suivant, voilà, celui-ci, voilà, merci. En découpant la plus-value issue des gains des BSPCE en plus-value d'acquisition et de cession, ce qui n'était pas le cas avant, et en faisant soumettre à l'impôt dès la souscription de l'action en exercice du bon, euh, qui est considéré maintenant comme un avantage salarial, la différence entre le prix d'exercice et la valeur de l'action, donc au moment de cet exercice, euh, c'est là que le bas blesse. On a une nouvelle taxation qui n'était pas du tout, qui n'était pas du tout instaurée à l'origine, hein. Euh, Au départ, dans le mécanisme des BSPCE, on était imposé à la fin, quand on réalisait une plus-value, et suivant un régime fiscal de faveur, qui était fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Et donc, on était imposé au final lors de la réalisation de la plus-value, donc à ces taux préférentiels. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on découpe la plus-value en plus-value d'acquisition et en plus-value de cession. Et on vient imposer, dès l'exercice du bon, hein, lors de la souscription de l'action en exercice du bon, on vient imposer un gain dit d'acquisition, euh, et on vient l'imposer au régime fiscal de faveur des BSPCE. Donc 3 ans en flat tax ou imposition à l'impôt sur le revenu, ou bien si moins de 3 ans, 47,2% d'imposition sans possibilité d'option à l'impôt sur le revenu. Ça, c'est une première nouveauté, très, très violente. Deuxième nouveauté, et on y viendra euh, tout à l'heure, c'est que pour l'ensemble des BSPCE, des AGA, des stocks options, des BSA, maintenant, Jacques Bernard, je veux bien qu'on aille sur l'autre slide. Maintenant, Voilà. la slide suivante, s'il vous plaît. Oui, vous Euh, l'avez. Maintenant, qu'est-ce qu'a introduit le législateur? Ça, c'est l'article 93 de la loi de finances 2025. Le législateur vient découper la plus-value de cession. Alors, il faut savoir, c'est technique, hein, il faut s'accrocher, donc excusez-moi pour ça, hein. La plus-value sur ces outils-là, BSPCE maintenant, actions gratuites, stock options, se décompose en une plus-value d'acquisition et une plus-value de cession. Donc la plus-value d'acquisition, elle est soumise à un régime fiscal particulier, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour les BSPCE, pour les actions gratuites, elle ne change pas. Vous l'avez dans les slides. Mais c'est la plus-value de cession, la plus-value nette de cession qui vient aujourd'hui euh, être impactée par un gros coup de rabot. Alors, donc, euh, euh, aujourd'hui, jusqu'à un certain plafond dit de la performance financière,
les plus-values bénéficient du régime des plus-values, hein, flat tax, 30%. Et au-delà de ce plafond, cette plus-value de cession est considérée comme une rémunération. Et donc, elle sera imposée dans les tranches maximum de l'impôt sur le revenu, soit à 59% à peu près, hein, quand on est dans les tranches hautes, dont un différentiel quand même de taux de taxation de 25%. Alors qu'auparavant, la plus-value de cession était intégralement fiscalisée dans le régime des plus-values, donc à la flat tax de 30%. Donc on voit bien ce gap de 25% d'imposition maximum en fonction donc de, cette, de la performance financière de l'entreprise, hein. Et puis on va en reparler de cette performance financière avec l'ensemble des intervenants. Mais voilà, donc un énorme coup de rabot, j'ai envie de dire une destruction du mécanisme du BSPCE pour pour, pour l'ensemble de l'équipe de la start-up, hein, pour les managers, les dirigeants et pour les salariés, d'accord? Et ensuite, pour cet article sur le 93 de la loi de finances sur les management packages en général et en capant la plus-value de cession au régime de la flat tax, ben là encore, c'est très, très préjudiciable et très impactant et très pénalisant pour l'ensemble, pour, euh, pour l'ensemble de l'équipe, pour les CEO et voilà. Voilà, donc et donc cette mesure-là, euh, elle est en vigueur depuis le 15 février 2025, hein, pour l'ensemble pour le mécanisme dit des plus-values, et pour les BSPCE, c'est depuis le 1er janvier 2025. Sur l'impôt sur le revenu. Dans le mécanisme des management package et de l'article 93 de la loi de finances, donc on a vu le nouveau régime fiscal, hein, avec le cap de l'imposition de la plus-value à la flat tax, et puis au-delà comme une rémunération, et de la même manière d'un point de vue social, euh, ça suit le même régime. Donc, euh, la partie euh, alors, excusez-moi, la partie du gain imposé comme traitement et salaire, donc au-delà du plafond, sera en plus imposé à une nouvelle contribution salariale de 10%. Donc non seulement au-delà du cap, on est taxé comme une rémunération, mais en plus, on paye une contribution salariale supplémentaire de 10%. Voilà. Donc, euh, je, voilà, je laisse Jacques Bernard circuler les slides que j'ai préparés. Euh, et je suis à votre disposition euh, pour, euh, pour, euh, pour vous expliquer davantage les impacts de cette réforme. Donc, d'abord sur les BSPCE et ensuite pour l'ensemble des management packages. euh, pour l'ensemble des management packages. Donc, sur le régime des actions gratuites, la plus-value d'acquisition ne bouge pas, hein, c'est comme avant. Et c'est juste sur la plus-value de cession qu'on a maintenant, donc, comme je l'ai expliqué, ce cap euh, ce seuil, jusqu'auquel la société, le bénéficiaire sera imposé à la flat tax et au-delà, en impôt sur le revenu. Donc voilà.
on va aller encore à la slide suivante, s'il vous plaît, Jacques Bernard. Donc là, c'est le seuil, hein, le calcul du seuil. Le texte fait référence à des capitaux propres suivant une valeur réelle. Donc là encore, il y a beaucoup de sujets de discussion. Il y a une formule établie pour déterminer la performance financière de l'entreprise. Et donc, à ces capitaux propres, on rajoute, à ces capitaux propres réels, hein, c'est le texte qui le dit. Donc là encore, voilà, c'est pas, a priori, ce ne seraient pas les capitaux propres comptables, mais les capitaux propres réels. Donc, d'où une notion peut-être de réévaluation et de prise en compte du goodwill à confirmer. On rajoute des instruments de dette, c'est-à-dire ce qu'on rencontre souvent chez vous, les obligations convertibles, les avances en compte courant. Et tout ça, ça fait la valeur réelle de l'entreprise. Voilà. Et donc, il y a un ratio qui est calculé, c'est une formule, une formule qui détermine la performance financière de la société. On vous a mis un exemple. Et puis, Jacques Bernard, je veux bien la slide suivante. Et j'ai mis un exemple sur avant-après. Donc, pour les actions gratuites sur la plus-value de session, voilà. Euh, vous avez un exemple là avec le découpage de la plus-value, l'imposition qui serait la fraction du gain de plus-value de cession qui serait imposée en plus-value, là 97,5 dans notre exemple, sur la base du tableau précédent de la performance financière, et le reliquat de 120 qui serait imposé en traitement et salaire, alors qu'auparavant, tout était imposé dans le régime des plus-values. Voilà, ça c'est pour les AGA. Pour les BSPCE, on a donc ce changement. Exemple, on a des BSPCE, prix d'exercice de 10 euros. Quand on les souscrit, ils valent 20 euros. On a un gain d'exercice. Et là, on applique le régime fiscal propre au BSPCE, donc en fonction de l'ancienneté. On paye, enfin voilà, normalement c'est exigible, mais bon, encore une fois, ça doit être confirmé par le législateur, hein, on a des textes un peu bruts de décoffrage là qui doivent être commentés. Et puis le gain de cession, donc 130 moins 20, moins 10, pardon, moins 20, pardon. Et là, on a le découpage donc, de la plus-value du gain de cession entre la partie qui est soumise à la flat tax et la partie qui est soumise qui est taxée comme une rémunération, alors auparavant, et c'est là où on voit que le mécanisme des BSPCE a été massacré. Avant, il n'y avait pas de découpage, voilà, et on était imposé simplement à la sortie et suivant le régime de faveur fiscale des BSPCE. Voilà. Donc c'est là où, à mon sens, et en l'état actuel hein, de la documentation, c'est les BSPCE qui subissent le coup de matraque de la réforme. Voilà. Et puis, à partir d'un certain montant de plus-value nette de cession, eh ben, vous serez imposé à l'impôt sur le revenu. Voilà. Et donc, un différentiel d'imposition quand même assez violent de 25% et une contribution patronale en plus de 10%. Voilà, c'est technique, c'est très technique. Jacques Bernard pourra vous faire passer mes slides.
mais j'ai essayé de vulgariser au maximum et de vous décrire les impacts voilà, de la réforme euh, qui a été votée. Parfait. Merci, merci Lison. On a quatre petites questions au passage sur votre intervention. Une question sur le nouveau seuil de flat tax. Quel est ce seuil de montant, le montant de ce seuil aujourd'hui? La flat tax, c'est 30%. C'est en fait, c'est 12. Alors attendez, je vais vous dire, hop, euh, hop, c'est un prélèvement forfaitaire unique donc c'est 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, ce qui fait au total ce qu'on appelle la flat tax au taux de 30%. Parfait. Voilà. Deuxième petite question sur la plus-value d'acquisition des BSPCE. Est-ce qu'elle taxe seulement la différence entre le prix actuel et le prix d'exercice? Oui. Voilà, c'est une réponse. Attendez, la plus-value d'acquisition, hein, la plus-value Oui, on d'acquisition. revient sur la plus-value d'acquisition des BSPCE. Oui, c'est ça, c'est ça, oui. Ok, donc vous expliquez, il n'y a pas de paiement immédiat de plus-value à l'attribution si l'exercice est au prix. Non, ce que j'explique, c'est que on vous attribue un bon qui donne droit à l'exercice d'une action à un prix de souscription préférentiel. D'accord? Disons 100 euros. Voilà. Vous exercez ce bon. Voilà. Et vous exercez ce bon et vous avez une action acquise à 100 euros. Cette action acquise à 100 euros, au moment de l'exercice du bon, elle vaut 120. Vous êtes taxé sur 20. C'est la plus-value d'acquisition. Parfait. Bien, merci. Il y a quelques autres petites questions, mais ce que je propose, c'est qu'on continue quand même le fil conducteur de ce webinaire. Et les questions seront transmises à Lison, qui pourra vous répondre en direct après coup, la semaine prochaine ou demain. Voilà. Donc, merci Lison, en tout cas, pour cette explication et pour avoir vraiment, véritablement plongé dans ce texte, hein, qui était un peu obscur au départ pour nous tous et qui comporte encore quelques zones d'ombre, on va dire. Oui. Euh, Maintenant, comment interpréter cette réforme sur le plan juridique et fiscal? Est-ce qu'elle est aussi stricte qu'on le pense? Elle laisse ouverte quand même quelques portes. Et est-ce qu'il peut y avoir des interprétations qui peuvent en atténuer l'impact? Philippe Chambon, vous êtes CEO de G427 et puis vous avez ouvert cette porte plutôt côté juridique avec un avocat qui vous explique. Mais non, c'est pas si dramatique que ça. À vous. Merci. Merci Jacques Bernard. Peut-être je voudrais faire marche arrière pour 30 secondes et dire que il y a un problème fondamental. Les gouvernants sont en train de mélanger deux concepts différents. Le salaire des gens, la compensation pour le travail donné et la taxation de ça en tant que salaire et euh, la participation au succès de l'entreprise, qui est une dimension différente et où là, les gens reçoivent des options des BSPCE, BCA. Cette participation au succès de l'entreprise est faite pour aligner les intérêts des salariés avec les intérêts des investisseurs et devrait être taxée de la même manière que les investisseurs, pas de la même manière que les salaires. Et ce que cette loi fait, c'est qu'elle commence à encrocher sur ce genre d'idées et regarde vraiment toutes les sortes d'options comme comme un salaire plus, pas comme une participation à la création de valeur sur le long terme dans l'entreprise. Donc pour moi, ça c'est un problème de base. Et ça se reflète en fait
dans cette nouvelle loi où, comme Lison l'a indiqué, il y a plusieurs problèmes. Euh, le premier, en fait, sort du fait que les BSPCE, AGA, etc., sont vraiment pour tous les employés maintenant, tombent sous le champ des management packages. Si on était exclu du management package, on serait dans une situation différente d'un point de vue taxation, mais toutes les lectures du texte semblent dire que à partir du moment où c'est donné à des employés qui travaillent dans l'entreprise, etc., ça doit être vu dans le contexte de management package. Donc ça, c'est une chose qui se passe avec cette loi. Et les deux autres choses importantes, c'est le traitement fiscal des BSPCE. Et là, il semble que le texte soit assez clair, même s'il y a certains avocats qui ne l'interprètent pas comme ça, que au moment de l'exercice, comme Lison l'a indiqué, si on a des BSPCE qui sont vestés et qu'on veut les exercer, on paye donc le prix d'exercice, mais on va payer une taxe due l'année même sur ce qu'on a comme gains qui n'ont pas été réalisés sur ces BSPCE. Ça veut dire que la personne qui décide de dépenser de son argent pour acheter ces PSPCE va en plus payer Exact. la taxe sur le gain de cette action à ce temps T qu'ils ne peuvent pas vendre de toute façon. Donc, ça met les employés dans une situation financière pire qui n'a pas beaucoup de sens. C'est l'interprétation que Lison fait du texte. Le texte semble clair. D'autres avocats pensent que ça sera reporté en fait au, au, au paiement quand il y a une session. C'est un endroit qu'il faudrait vraiment que le législateur clarifie pour qu'on sorte un peu de cette ornière. Le troisième grand problème, c'est justement au moment de la session, la séparation du gain en deux portions. Un gain qui reste soumis à la flat tax tant qu'il est inférieur à un certain niveau et un gain qui devient soumis à l'impôt sur le revenu plus une surcharge de 10% si on passe au-dessus de ce niveau. Et ce niveau est défini sur un certain multiple de valeur réelle de l'entreprise. Et le problème là, c'est que cette définition de valeur réelle de l'entreprise, le texte actuel dit que ces valeurs réelles de l'entreprise basées sur les capitaux propres, plus ou moins certaines choses. Si on prend une interprétation très conservatrice de cette définition et qu'on se base sur capitaux propres, pour toutes les jeunes entreprises de technologie qui dépensent vraiment qui n'ont pas de revenus, ces capitaux propres sont négatifs. Donc, le seuil est de 0 et on passe directement à imposition euh, sur les revenus, plus 10%. Ça, c'est une interprétation extrême. L'autre interprétation, c'est que c'est vraiment valeur réelle de l'entreprise, donc il y a une valeur beaucoup plus financière. Et dans ce cas-là, en fait, on est dans une situation beaucoup moins punitive. Et l'exemple que Lison a montré illustre un peu ce point où pratiquement 90% des gains étaient sous le régime de la flat tax et une petite portion était exposée à l'impôt sur le revenu plus la surcharge. Mais pour l'instant, on ne sait pas qui a raison dans ce débat parce qu'il faut que les textes soient écrits pour qu'on comprenne vraiment comment est-ce que valeur réelle va être en quoi valeur réelle va se traduire. Et ça nous donnera enfin la clarité sur cet impact-là de cette loi de finances. Le problème vraiment aigu, je pense, est le problème de la taxation des BSPCE au moment de l'acquisition, parce que ça crée toute une série d'effets secondaires qui sont vraiment nocifs. Par exemple, un employé qui a travaillé pendant 5 ans dans une boîte de biotech la quitte. En général, en France, ils ont entre 6 et 12 mois pour exercer leur option.
s'ils décident de les exercer, ces gens-là n'ont aucune avenue de liquidité court terme. S'ils les exercent, ils paieront à ce moment-là l'impôt sur les gains d'acquisition sur ces BSPCE qui peut, si la boîte a vraiment pour changer de valeur, ça peut représenter beaucoup d'argent à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment euh, un point très négatif parce que ça fera que les gens ne verront de valeur dans leur BSPCE que tant qu'ils sont dans une entreprise, pas quelque chose qui est portable pour eux en tant qu'action dans le long terme. Et c'est contraire vraiment à ce qu'on essaie de faire au niveau actionnariat d'employés. Voilà pour mon côté. Très, très bien. Alors, un petit point de précision au passage qui est demandé. Est-ce qu'il est correct de considérer qu'en cas d'exercice de revente le même jour, la plus-value est uniquement une plus-value d'acquisition et donc il n'y a pas de changement d'un point de vue fiscal et social, pas de changement de traitement? Euh, non, parce que même si on les revend les mêmes jours, il y aura eu acquisition et cession. L'acquisition, elle est liée au vesting. Elle n'est pas Oui, liée à la cession. Donc, en revanche, là, si la personne achète et revend le même jour, là, il aura à payer l'impôt, mais il aura fait sa plus-value. Donc, il pourra payer l'impôt avec oui, les fruits de sa exactement. plus-value. Parfait, c'est la transition et Stéphane prend la parole, donc ça va être très très bien. Bon, Stéphane, cette loi, elle vient de très loin. Vous avez identifié que ça pouvait être pour provenir des LBO et puis tout d'un coup, ça vient chez nous. Votre point de vue est important parce qu'il va nous faire rentrer dans le concret du vécu industriel. Donc, parlez-nous de votre vision de ces changements, de cette loi de finances 2025, pour vous, comment est-ce que vous l'interprétez? Oui, alors effectivement, d'abord, préciser, c'est important parce on est, je pense, des victimes collatérales de quelque chose qui, au départ, ne nous était pas destiné, qui était la mise à plat de la fiscalité des managers dans les LBO, puisqu'il y a eu des gros sujets à Bercy sur la façon dont étaient taxés les management packages, est-ce que c'était du traitement des salaires, de la plus-value, etc. Et il y avait une sorte de flou. Et donc, l'origine de cette loi de finances, enfin de cette partie de la loi de finances, c'était pour clarifier la fiscalité des plus-values des managers. Et nous, acteurs de l'innovation au biotech, je pense qu'on n'a pas du tout été consultés, on n'a rien demandé et on est donc victime collatérale de ce changement qui nous impacte. Alors après, je voudrais juste, mon seul point, et je vais faire très vite et je vais essayer de ne pas noyer les gens dans les chiffres parce que c'est déjà suffisamment compliqué, mais si on considère que la valeur de référence, c'est la valeur réelle des capitaux propres et non la valeur comptable. Et jusqu'à maintenant, quand même, la fiscalité, notamment des actions gratuites, ça a toujours été sur la valeur réelle et pas la valeur comptable. Bah, en fait, on s'aperçoit que si c'est sur la valeur réelle, le seuil pour que la fiscalité punitive fonctionne, enfin rentre en ligne de compte, est quand même un seuil très élevé. Et je vais vous donner un petit exemple qui est totalement théorique. Et on va prendre une société française qu'on va appeler XBio, qui lève une série B à une valeur de 100. Et là, la valeur, c'est la valeur réelle. Donc, c'est la valeur de toutes les actions sur la base de la valeur des actions de préférence de série B. Compte tenu des préférences attachées aux actions, et je pense que tout le monde ici est familier avec la notion de préférence liée aux actions, la valeur ordinaire est plus faible. Généralement, on a une décote, on va dire entre 50, 70, 80%, qui est liée au fait que les actions de préférence ont des dividendes prioritaires, par exemple, etc. Et donc, on fait un calcul par un tiers de juste valeur des actions ordinaires, qui sont les sous-jacents des BSPCE, qui sont également les sous-jacents des actions gratuites. Et là, on va tomber à une valeur, on va dire, de 25, pour être, encore une fois, très simple. Et assumons que, simultanément au closing de la série B, la société XBio distribue des actions gratuites et des BSPCE à ses salariés. Le prix d'exercice des BSPCE, pardon, est donc de 25, comme on l'a vu précédemment. Au bout d'un an, les actions gratuites sont acquises et la valeur de XBio, on va assumer qu'elle reste inchangée. Donc, il y a une plus-value d'action, qui est la plus-value d'acquisition,
et elle sera taxée, comme Lison l'a dit précédemment, comme aujourd'hui. Là, il n'y a pas de changement. 10 ans après, 2035, XBio est vendu pour 1000. Et le prix est partagé entre les actionnaires détenteurs de série A, de série B et des détenteurs d'actions ordinaires, donc les salariés, au ratio de 1 pour 1. Donc tout le monde, en gros, va bénéficier de cette valeur de 1000 et les investisseurs font donc x10. Les investisseurs de la série B font x10, ils ont investi sur une base de 100, ils sortent sur une base de 1000. Et bien avec la nouvelle règle, la limite d'imposition de la flat tax, donc la limite pour que la plus-value soit taxée de manière inchangée par rapport à aujourd'hui, c'est tout ce qui va être en dessous d'une valeur, alors là il faut s'accrocher, qui pour le bénéficiaire va représenter 3 fois le multiple que font les investisseurs, c'est-à-dire 10, donc 3 fois 10, fois leur prix, leur coût d'acquisition, qui était, je vous rappelle, de 25. Donc dans ces cas-là, on a une valeur de 750. Donc admettons que les 100, c'est 100 millions, que les 1000, c'est 1 milliard, il faudrait que l'équivalent en valeur pour le salarié ou le manager pour passer de la flat tax à l'imposition complètement punitive de 59%, c'est toute la partie au-dessus de l'équivalent en valeur de 750 millions de dollars ou d'euros. Hein. Donc, alors certes, c'est très punitif, mais certes, il y a quand même, on voit avec cet exemple qu'il y a quand même une partie extrêmement importante, surtout dans le cadre français où il n'y a quand même pas eu d'énormément de plus-value, où les gens ont fait comme ça x10, les investisseurs, sur des tels montants d'investissement. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une revalorisation assez extraordinaire de la société au moment de la cession pour qu'on soit taxé de manière punitive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir, ça ne veut pas dire qu'il faut, encore une fois, essayer de ne plus être les victimes collatérales de ce genre de décision, mais il faut, je pense, relativiser la portée de cette nouvelle taxe, bien entendu, si on considère, et Bercy considère, que la valeur de référence, ça sera la valeur réelle, parce qu'effectivement, si c'est la valeur comptable, là, on est mort. Parce que là, 10 fois 0, ça fera toujours 0. Quoi. Bien, merci pour cette explication détaillée et chiffrée. Ça laisse quoi nos participants. Et on va pouvoir continuer avec Marc. Parce que Marc, vous avez, vous, une vision outre-Atlantique et française pour avoir exercé dans les deux pays. Euh, Est-ce que c'est un désavantage compétitif à l'international? Est-ce que vous pouvez nous faire part de cette expérience de la fiscalité française, de la fiscalité américaine sur ces sujets-là? Euh, Est-ce que vous pouvez nous apporter cette analyse et cette vision? Merci Jacques Bernard pour l'invitation. Après, je ne suis pas un expert fiscal américain, donc vous m'excuserez de ce point de vue-là. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est prendre juste un peu de la hauteur pour justement les deux grosses choses qui, on va dire, qui vont rémunérer on va dire, les entrepreneurs. Et là, je pense évidemment le domaine que je connais, qui est celui des biotech. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais il y en a qui est déjà une différence significative entre les US et la France, ou même, je dirais, de manière générale, l'Europe. C'est que l'attribution du nombre de stock options de BSPCE est très différent, en fait, à la base, entre les US et la France. C'est-à-dire que pour une société, je dirais, équivalente, alors le nombre de BSPCE qui va être donné en France va être par exemple de 1, et aux États-Unis, l'équivalent, ça va être 5 ou 10. Quoi. Donc, déjà à la base, le système en France, le nombre d'options, de stock options, de BSPCE qui sont données sont largement inférieurs à ce qu'on a aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a évidemment il y a un marché et il y a une reconnaissance, je pense, supérieure justement de la prise de risque qu'on a moins en France. Donc pour moi, ça c'est un des leviers d'ailleurs pour le futur suite à ces mesures, c'est que je pense que ce que ferait bien de faire les conseils d'administration, c'est de réfléchir à augmenter le nombre d'attributions de BSPCE ou de stock options, ou éventuellement, si vous passez aux actions gratuites pour limiter les aspects fiscaux, à mon avis, c'est une piste de réflexion. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, le second, ça vous surprendra peut-être un peu, mais en revanche, ce qui se passe ici en France commence à coller davantage
au système américain. En revanche, le système américain, et là aussi, il y a des complications entre acquisition et cession, mais principalement, vous êtes taxé en tout cas que chef d'entreprise, principalement sur la cession et très très peu sur l'acquisition, parce qu'il y a des espèces de moyens, des loopholes qui permettent de limiter ça. En revanche, aux États-Unis, ça, vous ne savez peut-être pas, mais un chef d'entreprise, il va être taxé, donc la différence entre la valeur de l'option et la valeur finale de l'action, la valeur de marché de cette action-là, là, elle va être taxée comme étant, si vous voulez, comme un revenu de la personne. Donc là, les taux aux États-Unis, alors vous savez, il y a les taux en plus fédéral, et il y a le taux de l'État dans lequel vous êtes situé, mais ça monte très rapidement, suivant si vous avez agrégé les deux, à 50, même jusqu'à 55%, par exemple, si on est côte est ou côte ouest, comme, par exemple Massachusetts ou Californie. Donc, ce que je vois, moi, dans ces nouvelles mesures, c'est qu'on est en train de commencer un peu à copier le système américain au niveau de la fiscalisation ultime. Euh, on a l'inconvénient, c'est d'avoir cette étape intermédiaire d'être déjà taxé au niveau de l'acquisition. Donc ça rajoute une complexité. Et surtout, à mon avis, le problème, c'est qu'en plus, on est très peu compétitif au niveau du nombre de BSPCE qui sont présents. Donc, malheureusement, ma conclusion, c'est que ces mesures, voilà, elles continuent enfin, elles vont contribuer à diminuer l'attractivité de la France, en tout cas pour ces entrepreneurs, et notamment j'insiste sur l'aspect biotech, parce que, comme le rappelait Stéphane, ça a été fait pour les LBO. Les prises de risque dans le LBO, je suis désolé, il y en a, mais c'est quand même c'est très, très limité. En tout cas, par rapport au risque que nous, on prend à développer des Oui. nouvelles technologies, à avoir des produits qui arrivent sur le marché, il y a tellement de déchets. Et c'est moi, là où je suis, si vous voulez, un peu navré de voir que voilà, il y a ces mesures qui sont prises voilà, visiblement sous l'effet évidemment de la pression fiscale, etc., des besoins que l'État a, mais sans trop réfléchir aux conséquences sur la compétitivité et voilà, sur les entrepreneurs qui sont essentiels voilà, pour le long terme de notre pays et puis la santé des patients au passage. Merci, merci Marc pour cette intervention. Alors les questions sont ouvertes, hein. Vous pouvez en formuler quelques-unes. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Une question de Cyril Dousson sur qu'est-ce que la valeur réelle d'une biotech pour vous? C'est une grande question. Mais, Euh, Mais Est-ce c'est le qu'il faut problème, estimer le justement. cash et la non, valeur mais d'équity? enfin, la seule explication, enfin, la seule réponse plausible et entendable, c'est que c'est la dernière valorisation des actions connues. Et encore une fois, c'est comme ça que le fisc traitait, par exemple, les plus-values d'acquisition sur les actions gratuites. Donc, à moins qu'ils aient changé d'avis, c'est la seule base possible. C'est-à-dire, vous avez fait une augmentation de capital en 2024, vous avez un prix de X, vous êtes en 2025, vous recevez des actions gratuites, c'est le dernier prix connu, ça doit être X. Pour une société non cotée, je parle. Pour les sociétés cotées, c'est complètement différent, il y a un cours de bourse. Et pour les sociétés non cotées, ça doit être ça. Alors après, il y a cette incertitude dont on parlait, et c'est ce qu'il faudrait lever le plus rapidement possible, parce que si ils veulent revenir en arrière et passer à des notions plus comptables, là, on est mal. Bien. Comment s'en assurer? Quelles sont vos réponses, Philippe, Lison et Marc, sur ce sujet? Alors oui, juste pour rebondir sur ce que disait Stéphane, hein, quand on a des tours de série B, des valorisations, ça vaut principalement pour les actions de préférence, hein. Voilà, et l'action gratuite, elle donne droit à des actions ordinaires. Donc, Oui, on a... mais lisons, si je peux me permettre, c'est pour ça que j'expliquais qu'on Oui, fait faire mais une tout à fair fait. value de l'action ordinaire. Oui, 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 tout à fait. Donc, oui. Mais voilà, voilà, il y a encore, voilà, il faut encore redescendre d'un cran
par rapport à la valorisation voilà, de la société. Parce que le tour, il est, comme tu le disais, Stéphane, sur la base d'actions de préférence. Bien, autre précision sur le statut du jeune docteur. Là, on change de Ah, sujet. On est dans un autre volet c'est euh, fini. qui est important aussi. Euh, Pensez-vous que le sujet jeune docteur sera ajusté sur les contrats signés en amont du PLF 2025 et ajusté pour les startups biotech sans revenus? Ça, c'est qui a la boule de cristal? Pas moi. Non, Pas moi non plus. Non plus. personne ne l'a. Ça, Bon, c'est... on, il y a quelques pétitions qui surgissent sur les statuts des jeunes docteurs, dont une qui est menée par Madame Jameau, je crois, de X-Center, hein, qui a lancé quelque chose là-dessus. Quelles sont les suites du cheminement de ces textes, Lison, Marc et Stéphane et Philippe, hein. Qu'est-ce qu'il faut surveiller de près maintenant? Comment est-ce qu'on peut agir? Mais le problème, Jacques Bernard, excusez-moi, mais moi, ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y avait pas de décret d'application. Donc la Ouais. loi, comme le disait Lison tout à l'heure, la loi a été votée le 15, elle est en effet le 15, et il n'y a pas de décret d'application comme dans d'autres lois. Donc maintenant, je pense c'est fini. Enfin, c'est fini pour la loi de finances. Maintenant, est-ce qu'il y a des recours? Ça, je ne sais pas, il faudrait poser la question à des fiscalistes, ou peut-être que Lison a une idée. Mais il y a une question plus fondamentale. Enfin, pour moi, Jacques Dard, c'est comment on fait en sorte on ne subira pas la prochaine fois, et qu'on n'aura pas ce type de discussion après, qu'on aura ce type de discussion avant, et qu'on sera invité en tant que représentant du monde de la biotech à défendre notre industrie. Parce que là, on se fait avoir sans pouvoir se défendre. Tout à fait. Il y a, il y a deux avenues au moins d'influence en ce moment qui sont ouvertes. L'une, c'est de trouver qui à Bercy est en train de rédiger des clarifications autour de ce texte pour comprendre comment ils vont les clarifier et essayer de leur indiquer notre perspective sur les problèmes. Et donc, on essaye d'identifier ces individus, bien sûr. Et l'autre, ce qu'on entend aussi, c'est que certains députés sont en train d'écrire des amendements à cette loi de finances déjà. Donc, l'autre moyen, c'est d'interagir avec vos députés pour qu'ils soient sensibilisés à toutes ces problématiques et qu'il y ait des textes qui amendent la loi qui passent. Alors, Bien. c'est juste un point là-dessus, Philippe. Moi, il y a un député français qui est un ancien entrepreneur de la tech, qui s'appelle Paul Bidy, Oui. Oui. que j'ai contacté, qui est vraiment, enfin, qui est très, très bien, très éclairé sur nos sujets, etc. Et je lui ai demandé, mais est-ce qu'il y a un équivalent de Paul Bidy avec une valence un peu plus biotech? Il m'a dit non. Donc, le fait est que notre industrie, Oui. elle n'est pas représentée à l'Assemblée. Donc, on peut toujours aller voir le député de notre circonscription. Ben alors, déjà, lui expliquer ce que va être la Oui. biotech va prendre un peu de temps, à mon avis. Ça, c'est tout à fait exact. Non, et puis il y a des associations en cours de création pour défendre nos intérêts. On espère que France Biotech Oui. va jouer un rôle là-dedans, mais je ne sais pas à quel point ils vont s'impliquer, mais parce que pour moi, fondamentalement, si on n'a pas un régime des BSPCE attractif, ça revient au point de marque. On ne donne pas assez d'options de toute façon dans les nouvelles entreprises en France par rapport à d'autres pays. Si en plus les outils qu'on a sont pénalisés d'un point de vue fiscal, par exemple, si l'interprétation de la taxation au moment de l'acquisition des BSPCE est correcte, on se retrouve dans une situation où on n'a plus vraiment d'outils d'intéressement euh, utiles pour les gens qui joignent des startups de technologie, ce qui nous pose un problème, bien sûr, vis-à-vis des employés en France, mais ce qui nous rend la vie pratiquement impossible pour engager des gens qui viendraient d'autres pays. Donc, on se saborde avec ce genre de loi.
Et moi, en plus de tout ce que vous avez dit du lobbying, qui est évidemment très nécessaire, moi je pense que ce sont des sujets qui doivent être adressés par les CEO eux-mêmes au niveau de leur conseil d'administration pour expliquer ce qui est en train de se passer, pour que justement les conseils et les personnalités qui les composent puissent aussi, avec leur réseau, commencer à en discuter et essayer voilà, d'avoir un peu plus d'influence. Sincèrement, c'est très préoccupant Ouais. je crois que si on n'arrête pas à changer la loi, ou s'il n'est pas changé, ce qui d'ailleurs, mon point de vue personnel, vu l'état des finances françaises, je doute que ce genre de choses soit modifiées favorablement en tout cas dans le très court terme. Je pense que ce que les CEO et les employés devront faire, c'est enfin, devront recevoir plus de BSPCE ou avoir un système peut-être plus incitatif avec les AGA, qui d'ailleurs, enfin, moi, au niveau d'Abivax, quand on avait fait notre analyse, nos experts fiscaux nous avaient dit, de toute façon, le système français devient de plus en plus en faveur des AGA plutôt que des BSPCE, à la fois pour l'entreprise, mais de plus en plus pour les employés. Donc, Oui, mais là, les AGA, Marc, les AGA, nous, par exemple, chez Sparring Vision, on ne peut plus distribuer de BSPCE parce qu'on a trop d'investisseurs étrangers. ouais. Donc, on distribue que des AGA. Elles sont soumises à la même Oui. surtaxe. Hein. Ouais, Il y a une Donc, contribution, oui, de 20%, hein. Oui. ouais. Donc ça peut coûter très cher, hein. Ça peut se chiffrer en millions d'euros, hein. Oui. Mhm. Oui, donc, Parfait. Il y a une petite question sur la rétroactivité. Pour finir, rétroactivité de tout. Est-ce que cette loi va s'appliquer de manière rétroactive au plan d'intéressement mis en place ou à tous les BSPCE, BSA déjà émis avant le 15 février? Disons, malheureux- oui. Absolument, elle est complètement rétroactive parce qu'elle s'applique aux événements de cession ou d'acquisition à partir du 15 janvier, même si les actions, même si les BSPCE datent de Mathusalem. Oui, à compter du 1er janvier 2025, hein, pour les Oui, oui. BSPC. Mm. Non, mais Pour, dans le passé, il y a eu un moment donné, il y a eu pour une même stock option, enfin, une même nature de titre, il y avait trois ou quatre différents régimes en fonction des dates d'émission, etc. Ça, c'est fini. Ils harmonisent tout. Et là, c'est totalement rétroactif. Enfin, c'est rétroactif eu égard à la date d'attribution. Mais en revanche, voilà, toutes les plus-values à partir de maintenant, quelle que soit la date Oui, d'attribution des actions, exactement. sont taxées avec cette nouvelle règle. Ouais. Très bien, je crois que nous avons fait un bon tour de la question. Merci, on a vu que cette réforme allait quand même avoir un sacré impact sur nos écosystèmes, hein, et c'est pas fini. Il va y avoir quelques vagues supplémentaires en termes de pénalisation fiscale, peut-être en termes même d'attractivité, de profil de haut niveau côté français, hein, sur beaucoup de points. On a vu que ça pouvait impacter très sérieusement. Est-ce que tout est joué? Est-ce qu'on peut modifier les choses? Probablement. Est-ce qu'on peut modifier les choses à travers une rectification? Probablement aussi. Il faut rester optimiste, éternel optimiste, hein, malgré tout. Euh, pour ma part, je vais vous remercier vraiment un immense merci à nos intervenants, Lison, Philippe, Stéphane et Marc, parce que vous avez vraiment partagé une vraie expertise, une vraie connaissance des sujets. Et ça fait, je peux le dire, depuis 5 jours qu'on travaille, que tout le monde travaille énormément sur le sujet, voire avant, parce qu'il faut être en capacité de lire la prose de Bercy, comme on le dit. Merci à tous nos participants. Je vous rappelle que bon, on va évidemment déployer ce sujet dans Biotech Finance dans nos prochains numéros. On va en parler, on va explorer les différents points et on en parlera aussi au Health Tech Acceleration Summit qui aura lieu le 26 juin prochain à Paris à l'Institut du monde arabe, puisqu'il y a une table ronde qui sera consacrée à ces questions et on imaginera même ce que pourrait être le projet de loi de finances, le PLFSS 2026. On va tenter de travailler là-dessus très en avance pour voir comment ça se Maintenant, passe. on a vraiment peur. Bien, merci encore à tous, merci à vous quatre et à tous nos participants qui étaient nombreux ce soir à nous suivre. J'espère que vous avez eu de l'intérêt. Merci, je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci. Ciao. Merci beaucoup, Jacques Bernard. Au revoir. Merci. Au Au revoir revoir. à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.